Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des boîtes à outils dans le désert, des pistolets dans le Far West, des kippas pour dormir et des crayons à l'hôpital. Après le journal à 12h55, nous parlerons de séries, Les Shtisel, Une famille à Jérusalem sur Netflix et puis The Mosquito Coast sur Apple TV. Mais pour l'heure, je suis en studio, et vraiment en studio, exceptionnellement, depuis ces longs mois passés au loin, avec Sarah Hiller-Meyer, critique et commissaire d'exposition, et avec Antoine Guillot, producteur sur notre antenne de Plan Large tous les samedis, pour une demi-heure consacrée à la bande dessinée, au programme Wanted Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Mais tout de suite, une œuvre complète inédite en français, consacrée à l'auteure japonaise Kuniko Tsurita, intitulée L'Envol. C'est la première fois que l'œuvre de Kuniko Tsurita est traduite en français. C'est aux éditions Atrabile qu'on le doit et à Léopold Dahan qui signe à la fois la traduction et la postface de l'ouvrage. Une postface nécessaire, surtout pour les néophytes comme moi, pour comprendre qui était Kuniko Tsurita. Née en 1947 et décédée en 1985, très jeune donc, d'une maladie auto-immune qui l'a souvent clouée au lit et empêchée de dessiner. Une œuvre toute imprimée en blanc et violet dont on voit l'évolution au fil des années, mais dont certains thèmes et certaines formes marquent comme des obsessions. La chute, l'homosexualité, le féminin, des visages et des figures, un petit dessinateur comme un double masculin de l'auteur, ou encore Moni, jeune prostituée gay. Dans la vaste culture du manga, traditionnellement très compartimentée en cases correspondant à des publics, Tsurita fait figure d'outsider, puisqu'elle s'est presque toujours refusée à faire du manga féminin pour les femmes. Elle a donc, le long de sa courte carrière, rencontré des grandes difficultés à se faire publier. Et aujourd'hui encore, au Japon, ces mangas figurent dans le rayon autre des librairies. Sarah Hiller-Meyer, je ne sais pas si vous êtes une lectrice de manga. Moi, j'ai eu l'impression de tirer un petit bout d'un très très grand champ qui regarde du côté de la BD, mais qui regarde aussi beaucoup du côté de la littérature, du cinéma et des arts plastiques. Qu'en avez-vous pensé? Je trouve que c'est une très belle découverte. Moi, je ne connaissais pas Kuniko Tsurita. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut remercier les éditions Atrabile pour cette publication, parce que ça remet en avant une figure, une dessinatrice qui a été un peu oubliée de l'histoire du manga, je crois, parce que justement, elle était tout simplement une femme. Et ce qui m'a tout de suite étonnée, c'est en fait la diversité des genres et des registres qu'elle a pu aborder en un peu moins de 3 décennies. Puisque ce qu'on voit dans ce livre, en fait, à chaque fois, à travers des formats courts, juste de quelques pages, c'est qu'elle peut aller aussi bien du côté de la SF que du côté du polar, du côté de récits beaucoup plus autobiographiques et des essais aussi plus expérimentaux et énigmatiques. En termes de style graphique, ce qu'on voit aussi, c'est une nette évolution, puisqu'elle débute avec un trait qui est volontairement un peu caricatural, qui est très expressif et tout en rondeur, pour ensuite développer un trait qui est plus rugueux, qui est plus contrasté et irrégulier, ce qui correspond aussi, je crois, à un changement de ton, puisque ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, la dimension comique très forte de ses débuts, en fait, s'atténue pour une dimension qui est plus grave, qui était déjà là, mais qui était en fait atténuée justement par cette dimension humoristique, ce qui correspond justement, comme vous le mentionnez, sans doute au fait qu'elle a appris très jeune, au début des années 70, qu'elle était atteinte d'une maladie grave, donc, dont elle est morte à l'âge de 37 ans. Et ce que j'aime aussi dans ces planches, c'est la façon qu'elle a de conjuguer des descriptions qui sont très détaillées, avec des dessins au contraire beaucoup plus épurés, très synthétiques et quasiment abstraits. Et ce que j'ai trouvé aussi assez remarquable, c'est son inventivité en termes de narration, puisque ce qu'on voit, c'est que les cases, elles peuvent s'enchaîner de manière assez classique, ou au contraire de manière beaucoup plus elliptique, avec des échappées oniriques ou cauchemardesques, quasi psychédéliques, avec aussi des boucles temporelles. Et moi, c'est à ces endroits-là, c'est-à-dire les plus expérimentaux, les plus synthétique et épurée, que je trouve que c'est le plus saisissant. Et c'est sans doute peut-être là aussi qu'elle est la plus singulière, même si l'ensemble est vraiment très agréable à lire.
Pas facile en même temps. Vous dites agréable à lire, mais c'est vrai que si on fait l'économie de la postface, qui est une postface, donc qui par définition se trouve à la fin de l'ouvrage, moi j'ai ouvert très bêtement à la première page et j'ai eu du mal à comprendre à la fois la narration et surtout peut-être, et on va y revenir, ces ruptures de ton dont vous avez parlé, parce qu'il y a beaucoup de grotesque au début, il y a vraiment carrément du drame à la fin, au milieu des endroits un peu fluctuants où culturellement, en tant qu'occidental, et surtout je pense si on ne connaît pas le manga, on est un peu perdu quand même. Antoine Guillot. Oui, si vous vous dites, je veux tout comprendre, hein, ce qui n'est pas forcément une bonne option. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut lire cette postface comme une postface, même si on prend le livre dans le sens occidental de la lecture, on commence C'est vrai. par cette postface qui est extrêmement érudite et qui nous apprend plein de choses sur le milieu du manga indépendant, enfin du manga pour adultes, ce qu'on appelait le gekiga à l'époque, dans lequel tente de s'insérer Kuniko Tsurita. Ce qui est très passionnant, en fait, c'est cette tentative d'insertion et cette tentative de trouver sa place en permanence. Et on en a le sentiment, si on commence comme je l'ai fait, moi aussi, en lisant les planches directement, sans avoir le contexte, qui peut aussi orienter la lecture Bien sûr. qu'on en a. On a quand même le sentiment de quelqu'un qui ne va jamais entrer dans un système, qui va explorer des tas de voies jusqu'au bout, jusqu'au dernier petit chapitre qui donne le titre à ce recueil, L'Envol, qui est sans doute ce qu'elle fait de plus classique. Oui, c'est étonnant d'ailleurs d'avoir choisi peut-être ce titre-là. C'est pas forcément représentatif de sa, oui, de sa marginalité. Mais ça ne veut pas dire lisez ça parce que parce que c'est ce qui donnerait l'acmé un peu de son style. C'est sans doute celui justement où elle tente de s'insérer dans un système beaucoup plus commercial et ça marche pas non plus. Et c'est tous ces échecs successifs ou cette volonté de ne jamais s'enfermer dans un système qui rend le livre passionnant parce qu'il est effectivement très divers. Alors l'envol, ça serait l'envol d'une artiste qui sans arrêt retombe. Et dans tous les thèmes qu'ont relevé Sarah, il y a aussi celui de la chute qui est là en permanence, y compris dans un de ses premiers, histoire assez cruelle et très saisissante d'un homme qui va filmer un pauvre type accroché à une falaise, qui va filmer sa chute. Il demande de l'aide. Et tous ses copains trouvent le film extraordinaire en se demandant comment il a fait. Alors là où on n'est pas perdu, il me semble, pour peu qu'on connaisse un tout petit peu la culture japonaise, mais pas forcément par le manga, et je pense qu'il ne faut surtout pas le connaître par le manga, justement parce qu'elle est très hétérogène dedans, c'est ce qu'elle raconte d'un milieu bohème, d'un milieu très engagé à l'extrême gauche, de cette désespérance un peu des jeunes japonais dans les années 60-70, qu'on a vu beaucoup au cinéma, dans la nouvelle vague japonaise notamment. Et elle arrive formidablement dans certaines des histoires à rendre ce milieu avec effectivement ces personnages de mangaka, mais ça pourrait être un jeune artiste, un jeune cinéaste, un jeune glandeur en général, dans lequel elle se projette. Et sa façon justement de transformer ce type de personnage en personnage féminin sans qu'on sache jamais trop, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'androgynie aussi dans ces planches, produit un trouble. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant de lire ce livre, mais dans le bon sens, parce qu'on ne peut jamais se raccrocher à quelque chose de constitué. C'est mouvant sans arrêt, c'est en mutation permanente. C'est vrai que l'androgynie comme forme est particulièrement intéressante parce qu'elle concerne à la fois la question thématique, la question biographique, puisque ça a été une préoccupation majeure de Kuniko Tsurita, mais aussi dans la forme, c'est-à-dire que tous ces personnages sont complètement indéterminés, voire indéterminables au fil de la lecture, Sarah Hiller-Meller. Oui, tout à fait. Je crois que ça répond effectivement à cette dimension autobiographique qui est très forte dans l'œuvre de Kuniko Tsurita, même si ça apparaît pas toujours de manière frontale et si c'est quand même abordé avec beaucoup d'autodérision, surtout dans ses premières planches. Et c'est vrai que cette figure de l'androgyne, en fait, qui traverse tous ces récits, avec des personnages qui sont indéterminés, donc quant à leur genre, on ne sait pas si c'est des femmes ou si c'est des hommes, et c'est pas du tout pour autant le sujet à proprement parler de ces histoires. Et je crois qu'en fait, c'est vrai que cette figure, elle se fait peut-être l'écho des difficultés, comme vous en parliez, qu'a pu avoir Kuniko Tsurita pour s'imposer en tant que femme dans un milieu qui est essentiellement masculin et avec des catégories de genre très marquées, puisqu'il y a des BD pour hommes faits par des hommes, des mangas pour femmes faits par des femmes. Elle a été, comme on peut le lire dans la postface, constamment renvoyée au fait qu'elle devrait plutôt dessiner des mangas pour filles à base d'histoires sentimentales. Des romances, ce qu'elle fait un peu dans l'envol. À la fin, ouais. Et non pas du coup s'aventurer du côté des genres dramatiques dits plutôt
plutôt masculin. Donc en fait, à travers cette figure de l'androgyne, c'est comme si elle venait déjouer les catégories de genre auxquelles elle était constamment renvoyée. Et je crois que ça la place d'une certaine manière à l'avant-garde de préoccupations très contemporaines, hein, cette chose-là, comme c'est le cas lorsqu'elle met en scène des histoires homosexuelles dans 2 de ses récits. Alors, à ma connaissance, elle n'était pas homosexuelle, mais néanmoins, le fait de rendre visibles ses amours hors des normes hétérosexuelles, je crois que c'est aussi assez inédit quand même à l'époque, et ça fait presque d'elle, il me semble, une figure manquante en fait de la contre-culture homosexuelle. On n'a pas parlé, enfin j'ai dit que c'était en blanc et violet, alors là j'ai vraiment une question toute simple. À quoi correspond ce code couleur ? Est-ce que c'est le code couleur original ? Est-ce que c'est un choix des éditions ? Antoine Guillon, vous avez une réponse ? Je me suis interrogé aussi, parce que il n'y a rien là-dessus. Autant que je sache, quand c'était publié dans ces très gros recueils, comme dans la revue Garot, justement, revues, qui est la revue de la bande dessinée underground un peu adulte, dans laquelle elle a frayé son chemin, et dont elle deviendra malgré tout une des stars. Elle aura même sa couverture pour son numéro spécial. Tout était imprimé de la même façon. Et je ne crois pas que c'était imprimé en violet. En violet, mais là, j'avoue mes limites de connaissance du support original. Et je me suis interrogé aussi sur ce choix du violet, qui est un peu signifiant sur le mode, c'est une femme, alors on va mettre une couleur un peu jolie, un peu évanescente. Or, quand on voit reproduites ces mêmes planches en noir, c'est formidable, parce qu'elle a un sens des aplats noirs, des hachures, etc., qui donnent une profondeur, là, une épaisseur en même temps à ces planches. Donc là, je m'interroge un peu, mais ça va avec l'ensemble de l'emballage, les couleurs très pop qu'il y a sur ce livre, qui va effectivement avec une époque qui est celle des années. Elle publie vraiment très peu, hein, on l'a dit, pendant 15 ans, de 65 à 80. En tout cas, c'est les planches qui sont dedans, parce que ce n'est pas une intégrale. Hein, c'est une vue rétrospective excellente de son travail. Et je trouve ça d'autant plus dommage que sur les planches les plus abstraites, sur des récits comme Son, comme La Nuit, qui sont vraiment des moments où la narration disparaît complètement et où on a une vraie expérience de l'étendue possible de la bande dessinée, sans doute que le noir aurait été plus frappant encore. Sarah Lermeyer. Oui, vous disiez qu'on pouvait être un peu perdu quand on n'a pas une connaissance de la culture manga ou japonaise. En tout cas, je trouve qu'au vu des préoccupations qui sont les siennes et qui sont aussi très ancrées dans le contexte qui est le sien, l'angoisse du futur, des préoccupations féministes, ce portrait de cette jeunesse underground, et puis les questions relatives à la mort et au deuil. Je trouve que quand même ça reste totalement d'actualité et ça peut parler, je crois, à tout le monde. En tout cas, moi, je me suis pas sentie complètement perdue, même si c'est vrai que c'est surprenant ces ruptures de ton, c'est-à-dire des récits complètement sombres avec tout d'un coup des pointes d'humour et de dérision qui déjouent en fait les codes occidentaux qui sont très sectorisés. Il y a le drame d'un côté, le comique de l'autre, et on mélange pas. Oui, il y a une nécessité d'accommoder, je pense, qui nous est quand même assez propre. Mais c'est ce qu'on retrouve dans certains cinémas c'est vrai, tout à fait. Non, mais d'autant qu'elle est très pétrie, manifestement, de culture française. Oui, qu'elle lisait beaucoup de romans français. Notamment Raymond Radiguet. Céline. Et ce qui est très troublant, d'ailleurs, au début, c'est ce mélange d'influences. C'est-à-dire que dans ses premiers essais, on a un mélange du style manga canonique à la Osamu Tezuka et des personnages qui semblent sortis de toiles de Bernard Buffet. Plus tard, ce qui est très étonnant aussi, elle va prendre des cours de dessin. Et là, tout d'un coup, manifestement, elle a découvert, comme le remarque Léopold Dahan, Aubrey Beardsley, et on part dans un dessin presque ornemental et qui fait des corps quelque chose d'abstrait, avec notamment cette nouvelle qui s'appelle Ma femme est une acrobate, je crois, qui fait la couverture qui est très belle. Qu'une étude de corps contorsionné qui devient une figure abstraite et malléable, mais jamais d'un point de vue sadien. On dirait c'est plus la magie et la puissance du corps féminin qui s'exprime à ce moment-là. L'envol de Kuniko Tsurita, apparu aux éditions Atrabile. France Culture, la critique, Lucille Como. Alors vraiment très loin de Kuniko Tsurita, l'homme qui tire plus vite que son ombre est de retour dans un nouvel opus intitulé Wanted Lucky Luke. Rappelons que la série du Lucky Luke est traditionnellement signée Maurice, décédé en 2001. Qu'en 2016, Mathieu Bonhomme reprenait avec succès la franchise et c'est donc le deuxième album qu'il signe. Sur la couverture, sur fond orange, le héros pointe vers le lecteur un pistolet tout fumant. Autour de lui, 3 femmes, dont 2 également armées, semblent guetter des ennemis venus de tous côtés. Et de fait, la tête de Lucky Luke est mise à prix dans le Far West. $50 000 à qui le capturera vivant.
C'est évident, dès qu'on ouvre l'album, il ne s'agit aucunement d'imiter Maurice et Mathieu Bonhomme s'approprient Lucky Luke. Antoine Guillot, c'est un cas de figure de ces nouveaux auteurs qui reprennent les grands mythes de la bande dessinée. Comment ça se passe pour lui ? Alors déjà, vous allez me permettre de vous corriger dans votre lancement tout à l'heure. Mathieu Bonhomme n'a pas repris la franchise Lucky Luke. La franchise Lucky Luke, comme vous dites, actuellement est assurée par HD au dessin et par Jules au scénario, et qui reprend, là pour le coup, exactement, en imitant ce qu'ont fait Maurice et Goscinny dans leurs grandes années, la franchise. Donc là, pour le coup, ça continue tel quel. Mathieu Bonhomme, il s'est invité là-dedans de la même façon que Spirou, par exemple, peut être pris dans des Spirou vus par. Donc là, c'est vraiment Lucky Luke vu par Mathieu Bonhomme. Ce qui est très intéressant, c'est que en revanche, le livre ne parle que de ça, que de reprise de franchise. C'est-à-dire il ne parle que de personnes qui sont obsédées par l'envie de posséder Lucky Luke pour se faire beaucoup d'argent. Alors, en l'occurrence, il a une prime de $50 000, mais on peut y voir sans arrêt, et d'ailleurs Mathieu Bonhomme ne s'en cache pas, une façon méta, comme ça, de dire qu'est-ce que c'est que posséder un personnage, qu'est-ce que c'est que le reprendre. Alors, dans la première version, c'était une variation sur l'homme qui tirait plus vite que son ombre, donc tout le monde voulait le tuer pour montrer qu'ils étaient plus forts, grand classique du western, et c'était surtout une interrogation sur pourquoi Lucky Luke ne fumait plus et qu'est-ce que ça lui fait d'être en manque de nicotine. Quelque chose qu'on retrouve dans celui-là, c'est-à-dire que lui ne pense qu'à réussir à surmonter son addiction à la nicotine pendant que tout le monde veut posséder le corps de Lucky Luke, et en l'occurrence, ces 3 jeunes femmes qui voudraient bien ramener l'homme solitaire au foyer. C'est pour moi, ce qui est certainement le plus intéressant dedans, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un personnage, pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire des personnages, à qui appartient un personnage, est-ce qu'il appartient à ses créateurs ou à qui veut s'en emparer. À côté de ça, c'est aussi une immense leçon de mise en scène de bande dessinée que ce livre. Mathieu Bonhomme, il s'était déjà essayé au western avant même de faire cette reprise de Lucky Luke avec Texas Cowboys. Il avait fait ça avec Trondheim, mais là, c'est un bonheur de réflexion sur chaque cas, sur comment mettre en scène et comment appliquer, parce que vous dites qu'il est très loin de Maurice, pas du tout. Il reprend les expérimentations de Maurice en le mettant dans un style semi-réaliste, mais il reprend tout ce qui faisait le bonheur chez Maurice, notamment les perspectives cavalières, quand un chariot est entouré par des Indiens et qu'on a ces personnages qui sont aussi gros loin que petits, et surtout une réflexion sur la couleur où il va encore plus loin que ce qu'avait inventé Maurice à l'époque. Sarah est l'air meilleur. Alors moi, je trouve que c'est une BD qui est complètement déconcertante, parce qu'en fait, je la trouve beaucoup moins moderne dans son rapport au code du western que ne l'étaient les BD originales de Lucky Luke, qui étaient en fait pleines d'humour et de second degré. Donc ici, Mathieu Bonhomme va volontairement du côté d'un registre qui est beaucoup plus sérieux et semi-réaliste. Pourquoi pas sur le principe, mais je trouve que ça n'enrichit pas du tout notre lecture de Lucky Luke, qui est en fait, à mon sens, complètement littéralisée, à commencer par le personnage de Lucky Luke, qui perd en fait toute dimension parodique et décalée au profit d'une dimension qui se voudrait psychologique, mais bon, un peu romantique, c'est-à-dire sur le lonesome cowboy, un peu romantique. Ça relève, je veux dire, d'une psychologie de saloon, quoi, pour rester dans le thème. Et puis, globalement, l'univers de référence western, qui est celui de Lucky Luke, il n'est pas du tout déconstruit, alors qu'il est abordé avec distance dans les BD originales, au point qu'il devient un peu, je dirais, balourd, pour pas dire autre chose. Je pense en particulier à la relation que Lucky Luke entretient avec les 3 personnages féminins de cette aventure. D'ailleurs, ces interactions, elles sont bien résumées par la couverture de cette BD, avec Lucky Luke au centre et puis 3 femmes qui l'entourent, qui sont évidemment jeunes et jolies. Et, il y en a une blonde, une rousse et une brune. Voilà, et il y en a une qui est à ses pieds quand même. Donc on sent que Mathieu Bonhomme voudrait déjouer en fait les clichés sexistes, mais en fait il saute à pieds joints dedans. Déjà, on commence par Lucky Luke sauve les femmes des Apaches. Ensuite, elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Elle parle que de lui. Leur seul souci, c'est de savoir si oui ou non elle lui plaise. Et je crois pas qu'il y ait franchement de second degré ici. On est plutôt dans un humour premier degré du genre mais haha, mais quelle bande de blondes. Alors certes, ces 3 femmes, elles le mouchent à 1 ou 2 reprises, mais ça reste, je trouve, insignifiant par rapport au reste de leur relation. Parfois aussi, elles sont plus ambiguës du fait que sa tête est mise à prix. Mais là, on bascule dans un autre cliché qui est celui de la femme traîtresse. Donc juste une chose,
chose, moi j'étais très surprise, je me suis demandé si ça avait été écrit en 2021, au regard de toute la déconstruction des grandes figures et des mythiques un peu qu'on peut voir ici et là. Je m'attendais vraiment pas à ça et je dois dire que voilà, c'est assez déconcertant. Mais restons peut-être sur cette question de la féminisation parce qu'elle regarde en fait dans son mécanisme beaucoup du principe de réactualisation, parce que vous parliez de déconstruction. Il est clair que c'est pas du tout son affaire à Mathieu Bonhomme et qu'il prend presque la féminisation du mythe à contre-pied de ce que ça pourrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que contre le cliché de la réactualisation, j'ai l'impression qu'il met les pieds en plein dans des bottes assez masculinistes qui sont sa référence au cinéma, au western classique. Enfin, je sais pas, j'essaie pas de le défendre, mais j'essaie juste de comprendre le mécanisme formel qui est à l'origine de ce choix des personnages féminins. Mais Antoine Guillot, je suis sûre, a plein de trucs à dire là-dessus. Non, mais c'est précisément ce que je trouvais intéressant. C'est-à-dire que la déconstruction du western et la parodie du western, ça a été fait, et brillamment, par Goscinny à l'époque où il scénarise Lucky Luke, par Trondheim quand il scénarise Texas Cowboys. Là, c'est presque une expérimentation que fait Mathieu Bonhomme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait de plonger un personnage improbable comme Lucky Luke dans un univers réaliste ou entre guillemets réaliste, c'est-à-dire dans l'univers du western classique auquel il fait référence, et du western post-classique, parce qu'on pense effectivement, évidemment beaucoup au Clint Eastwood des proies de Don Siegel, devenu l'objet de désir de toutes ces femmes. Ce qui est intéressant, c'est que Lucky Luke est un objet de désir pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour les hommes dedans, qui ne rêvent que de l'émasculer de manière plus ou moins symbolique en lui coupant le doigt pour posséder un trophée, que de s'approprier son corps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hystérisation générale de tout le monde, et pas seulement de ces femmes, autour du corps. Qui est très sensuel par rapport au Lucky Luke. De Lucky Luke, qui est dessiné effectivement dans cette sensualité, sauf que lui, c'est l'allumeur. C'est-à-dire que c'est celui qui va séduire tout le monde et qui ne va se donner à personne, sauf à son cheval, peut-être à la fin, si on lit bien les paroles complètes de I'm a Poor Lonesome Cowboy. S'il est marié à quelqu'un, c'est à l'aventure, c'est à son cheval, c'est à sa solitude. Et alors, les personnages féminins, justement, là où je trouve ça presque troublant, alors on pourrait dire c'est dégueulasse de faire ça, c'est que ces personnages féminins qui seraient tels qu'on voudrait les montrer aujourd'hui, c'est-à-dire elles-mêmes en pantalon, elles-mêmes capables de se défendre, elles-mêmes capables de mener un troupeau de vaches, sont renvoyées in fine à ce qu'elles ont toujours été dans les westerns, et en particulier dans les westerns de Lucky Luke, c'est-à-dire des tenancières de saloon, si ce n'est des tenancières de bordel. Alors on pourrait se dire c'est dégueulasse de faire ça, on peut se dire aussi c'est le système qui fait que la seule façon qu'elles ont à l'époque et dans ces films-là de trouver leur place, c'est de tenir ce rôle-là. Pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Sarah, il a un meilleur. Oui, après, je resterai sur ma position. Je trouve pas que la dimension plus sérieuse de cette BD apporte quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je trouve que ça alourdit les choses énormément. Et je conseillerais pas ça forcément aux jeunes adolescents, plutôt à nos oncles un peu gentils, mais parfois un peu lourds. Vous voulez parler d'Antoine Guillot ? Non, pas du tout. C'est moi l'oncle lourd. Pas du tout. Après, quand même, je reconnais, comme le disait Antoine, je trouve que ça, quand même, c'est une BD qui en jette visuellement. Oui, on va parler des couleurs. Non, mais vraiment, le style graphique, donc plus réaliste que dans la BD originale, donne lieu à des paysages, à des décors très beaux, très détaillés. Il y a cette palette de couleurs aussi avec ces rouges, oranges, jaunes, bleus très vifs qui est assez en fait raccord avec l'esprit de la BD originale. Et puis je reconnais aussi le talent, c'est vrai, et la virtuosité en termes de narration avec des cadrages et des enchaînements assez cinématographiques. En fait, comme on en verrait, c'est vrai, dans des films de western. C'est des procédés qui étaient déjà là dans les BD originales, mais là qui sont largement accentués avec par exemple des gros plans sur les yeux ou des plans au ras du sol qui montrent les bottes des cow-boys. De ce point de vue-là, il y a des séquences qui sont franchement assez remarquables. Je pense à la course-poursuite des Indiens, des trois femmes et des bœufs et de Lucky Luke dans les canyons. Il y a aussi un duel au crépuscule. Et puis, il y a une scène dans la nuit où Lucky Luke se comporte comme une sorte de Batman, de justicier qui vient invisible, qui vient corriger les malfaiteurs dans la pénombre. Voilà, mais moi, c'est vrai que malgré toutes ces qualités plastiques et narratives, je trouve que le récit manque d'épaisseur, en tout cas pour un public adulte, parce que son rapport au western, en fait, je trouve qu'il est dans le registre de l'hommage un peu ennuyé, en fait. Un dernier mot rapide, Antoine Guillot. Oui, mais je suis plutôt en désaccord. Moi, je trouve ça formidablement mené. Et quand la forme est aussi bonne, ça dit quand même quelque chose du fond. C'est-à-dire que si on reprend plusieurs des cases, c'est quand même en général les femmes qui ont la main sur les armes, par exemple, quand Lucky Luke est
perpétuellement entravé. C'est un personnage qui aussi, dont la noirceur est évoquée. Là, on pourrait aller plus loin, mais je pense que là, les ayants droit et l'éditeur s'arrêteraient. Mais il y a un des adversaires de Lucky Luke qui lui rappelle quand même, à un moment, il dit oui, mais j'ai tué ton père, mais c'était en légitime défense, qui lui rappelle quand même que quand on est l'homme qui tire plus vite que son ombre, tout duel, en fait, relève de l'assassinat. Et il y a quelque chose d'assez sombre et noir et déplaisant chez ce Lucky Luke. Moi, je suis pas sûr que j'aime beaucoup ce personnage de Lucky Luke dans les reprises de Mathieu Bonhomme, et c'est précisément ce qui me plaît. Oui, mais c'est ce qui passe et travaillé. On aurait pu s'attendre peut-être à davantage de noirceur, un peu comme l'a fait Nolan avec la figure de Batman, du Joker. Wanted, Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, apparu chez Lucky Comics. Merci beaucoup Sarah Lermeyer, je vous garde, puisqu'après le journal, on parle de séries. Au programme, les Stissel et The Mosquito Coast. Antoine Guillot, merci beaucoup à vous. Un petit mot de plan large, allez, demain. Plan large, demain, bien, nous serons encore dans l'histoire des États-Unis notamment, puisque dans cette semaine spéciale consacrée aux mémoires de l'esclavage avec les 20 ans de la loi Taubira, nous verrons comment le cinéma américain en particulier, mais un peu français aussi, a représenté l'esclavage. On sera à l'écoute de plan large 14h, c'est ça ? 14h toujours. 14h.